Mami Wata, c'est la déesse vaudou de l'océan. C'est une figure tutélaire de la religion vaudou. En fait, ce roman est ponctué par les interventions d'un griot. C'est un griot qui raconte une histoire et qui place les protagonistes sous la protection de Mami Wata. Et Mami Wata, c'est aussi le nom d'un bateau qui est un petit peu emblématique, qui représente le rêve de départ d'un des personnages de l'histoire, qui est un vieux capitaine qui construit son bateau. Donc voilà, Mami Wata intervient à plusieurs niveaux. On le sent dans la lecture. Daniel, tu as vécu des années en Afrique. Oui, j'ai vécu plusieurs années, j'ai travaillé au Bénin, j'ai travaillé en Algérie. Donc oui, l'Afrique m'a beaucoup marqué, beaucoup apporté. Et j'y reste très attachée. Donc voilà, et dans ce livre, il est question d'une jeune fille, Julia, qui il est écrit sous forme de, si je puis l'expression, c'est road movie. C'est comme une espèce de caméra qui suit Julia à travers ses périples, sa vie parisienne où elle est complètement insatisfaite. Et au lieu de sombrer, elle décide de partir. Oui, c'est vrai. Et puis, elle est d'abord une vie un peu impossible, sans emploi, des petits boulots précaires, mais aussi un proprio qui l'attend pour le loyer. Puis, oui, beaucoup de problèmes, oui. Et il y a un isolement du fait de ces problèmes. Et une déprime totale, et voilà, tout va mal. Et soit elle se jette à l'eau, soit elle part. Et puis son périple commence sous de bonnes augures. Elle a des rencontres très sympathiques. D'abord cette femme Corinne qui élève des chèvres, qui est elle aussi insatisfaite dans son travail. Elle décide de s'installer dans une ferme dans le sud. Et puis, oui, les rencontres, en fait, bon, c'est un petit peu un conte initiatique en ce sens, puisque au fil des rencontres et des épreuves qu'elle va rencontrer dans son périple, Julia en fait va complètement changer. Et à un moment aussi, après avoir avoir été hébergée chez Corinne, elle décide de continuer à pied. Au loin, elle rencontre un ermite dans une cabane. Non, dis pas non, mais justement, c'est important. C'est juste le début pour. C'est important parce que là, c'est justement, il y a une question que je voudrais te poser. C'est cet ermite lui donne un livre. Oui. Au lendemain, quand elle doit partir, c'est les nourritures terrestres. Oui. Pourquoi ce livre-là? Parce que c'est un livre qui m'a marqué quand j'étais jeune. Et voilà, c'est un livre de voyage, c'est un livre de sensualité. Bon, après, on peut. Je sais qu'au cours du roman, justement, quand elle en parle à d'autres personnes, il y a d'autres façons d'aborder ce livre. Mais c'est un écrit important pour moi. J'ai écrit ce livre parce que. Comment dire à partir des souvenirs d'Afrique, de tout ce que j'avais vécu là-bas, de la vie à Paris, des problèmes qu'on y trouve, j'ai eu envie et actuellement en plus, on est avec les problèmes de flux migratoires et des réactions que ça suscite, des réactions parfois assez négatives que ça suscite. J'ai voulu faire passer à travers ce roman un appel à la découverte de l'autre et à la tolérance. Et au fait que quand on voyage, les rencontres qu'on fait peuvent être totalement salutaires. Mais en fait, voilà, je t'ai posé plusieurs questions sur le périple de Julia. Ça se passe en France, mais dans le roman, ça prend peu de place. Très vite, elle traverse la Méditerranée. Oui, voilà. Disons que la partie à Paris, c'est comme un prélude, en fait. Mais c'est ce qui la fait partir. Et après, effectivement, c'est un road movie. C'est d'ailleurs une écriture assez imagée et dialoguée, un peu cinématographique, en fait. Moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est la description de son périple à travers l'Algérie. Comment, là, on sent bien que... je l'ai fait. Voilà. Oui, c'est un voyage que j'ai fait, et c'est un voyage difficile. C'est un voyage qu'on ne peut plus faire maintenant. Bon, là, en fait, ce roman, on peut le situer à la fin du XXe siècle, la toute fin du XXe siècle, juste avant Internet.
à l'époque où on n'était pas encore super connecté comme maintenant, et où les voyages à travers le Sahara jusqu'en Afrique étaient encore possibles. Maintenant, ça n'est plus le cas. Donc voilà, c'était, disons, dans les années 90. Le deuxième jour de piste, un vent de sable se leva et la recouvrit entièrement. Marc, qui était déjà attendu depuis un moment, s'inquiéta aussitôt. Le moteur commença à tousser et finit par caler. Marc poussa un juron. Il ouvrit la portière et la referma aussitôt car le sable s'engouffrait dans l'habitacle. « On peut rien faire d'autre qu'attendre que ça se calme, annonça-t-il, inquiet et désolé. La tempête de sable s'intensifia. Le sable fouettait la carrosserie et les vitres en sifflant. Ils attendaient crispés à l'intérieur de l'habitacle, sans aucune visibilité. Attente angoissante, interminable. Quand la tempête se calma enfin, il était trop tard pour repartir, la nuit était tombée. Sentant soudain tout le poids de leur fatigue, ils abaissèrent les sièges pour dormir dans la voiture. Le lendemain matin, les portes étaient bloquées par le sable. Marc parvint difficilement à descendre une vitre arrière et par là, faisant glisser peu à peu le sable, réussit à décoincer la porte. Quand ils purent enfin sortir, ils constatèrent que la voiture était ensevelie jusqu'au châssis. Marc ouvrit le capot et constata les dégâts. Le carburateur était complètement bouché, il fallait démonter et tout nettoyer pour espérer repartir. Pendant qu'il s'activait dans le moteur, Julia dégagea progressivement à l'appel les roues de la voiture. S'activer l'aidait à ne pas paniquer. Si Marc ne réparait pas la panne, qu'allait-il devenir au milieu du désert? Tandis qu'il s'activait, la chaleur et la soif devinrent insupportables. La réparation était longue. Ils n'aperçurent aucune voiture. Ils avaient de l'eau et des vivres pour quelques jours, mais le vent avait complètement modifié le paysage et la piste avait disparu. Qui passerait par là dans les jours à venir? Julia, consciente du risque qu'il y avait de mourir là, réalisa soudain qu'en réalité, elle tenait plus que tout à la vie. Heureusement, Marc réussit finalement à redémarrer le moteur. Ils sautèrent de joie, s'embrassèrent et burent avidement l'eau d'une gourde. Il fallait maintenant s'orienter à la boussole et espérer atteindre le monument de pierre signalant la frontière malienne. De vieilles traces réapparaissaient, mais elles partaient dans des directions différentes. Laquelle était la bonne? Le paysage était complètement transformé. Le risque était de s'ensabler encore et encore. Marc décida de monter au sommet d'une dune pour voir plus loin. Énervé, il partit rapidement, laissant Julia seule avec la voiture. Apeurée, elle le regarda s'éloigner et disparaître derrière la première dune. Marc, continuant à grimper la dune suivante, encore plus haute, commença à regretter d'être parti si vite, de ne pas avoir emporté d'eau. Julia s'arrachait les yeux à regarder au loin, dans la direction où il était parti, et s'angoissait de ne plus le voir revenir. Il faisait une chaleur de foudre. Marc, parvenu haletant en haut d'une succession de dunes, aperçut enfin les balises de la piste. Il se concentra pour mémoriser le paysage environnant et se retourna pour faire demi-tour. Il comprit alors qu'il ne savait plus quelle direction prendre pour retrouver Julia et la voiture. Il marcha de plus en plus flippé, revint sur ses pas, essaya une autre direction. Toutes ces dunes semblables se refermaient sur lui comme un piège mortel. Julia, de son côté, rongée d'angoisse, imaginait le pire. Au bout d'une attente qui lui parut interminable, elle aperçut Marc tout petit et très loin, et lui fit aussitôt de grands signes. Il courut vers elle, la perdit encore de vue, courut à perdre haleine et arriva enfin, exténué, au bord de l'insolation. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. « Quel con je fais !» dit-il dans un souffle. « Donne-moi vite à boire. » Tandis que Marc se désaltérait, Julia humecta son foulard pour lui rafraîchir le crâne et la nuque. Ils se regardaient intensément et ralentissaient instinctivement leur respiration pour se calmer peu à peu. « J'ai vu la piste de là-haut, dit-il. Elle fait un grand virage avant d'aller vers le sud. Malheureusement, j'ignore comment la rejoindre. On n'est pas plus avancé. » Tu es venu de là, dit Julia en indiquant la première dune devant elle. Oui, dit Marc, mais avant, là-bas, j'étais perdu, tout se ressemblait. Et quel idiot de partir sans eau et sans boussole. Qu'est-ce qu'on fait alors? Demanda Julia. On n'a pas le choix, dit Marc. On va repérer les premiers mètres et après, Inch'Allah.